OK, on va finir avec les changements d'entropie et énergie libre à Gibbs pour quelques processus en particulier. On commence avec un point de transition. Défini où deux phases sont en équilibre, en particulier en équilibre chimique. Donc, ds total est égal à 0 pour un processus en équilibre, processus réversible. D'habitude, en chimie, on a T et P qui sont constants. Donc, le critère de la spontanéité ou de la réversibilité qu'on a vu la dernière fois, dg à T et P constantes est égal à 0. Donc, si on prend l'intégral de ça, puis on prend un changement appréciable, ça nous donne un changement en G, une variable de l'état du système est égal à 0. Par exemple, l'ébullition de H2O donc, ça décrit ce processus-là. OK, donc pour T et P constant, G est une fonction d'état. Donc, G final, c'est H final moins TS final. G initial, c'est H initial moins TS initial. Donc, delta G, qui est défini comme GF moins GI. Pour un point de transition, donc le changement en énergie libre Gibbs pour la transition est égal à 0. Ça veut dire que le changement en enthalpie moins le changement en entropie multiplié par la température est égal à 0. Autrement dit, et ça c'est notre fameuse inégalité de Clausius dans le cas d'un processus réversible. Donc, le changement d'entropie du système doit être quelque chose. C'est quoi le changement en entropie totale? Pour quelque chose réversible, ça doit être égal à 0. Donc, je veux que vous compreniez la différence entre l'entropie du système et l'entropie totale et l'entropie de l'environnement. Toujours, pour un processus spontané, il faut que le changement d'entropie totale est plus grand que 0.
pour un processus réversible, le changement en entropie totale est égal à 0. Les changements d'entropie du système et l'environnement peuvent être soit positifs ou négatifs, mais il faut que le changement d'entropie totale soit plus grand ou égal à 0. Donc, dans ce cas, delta S du système, c'est delta S, en particulier delta transition S. C'est quoi delta S de l'environnement? C'est moins delta transition H divisé par T. Pourquoi moins delta H? Parce que c'est delta H du système. OK. En général, des faits que je pense que vous compreniez, les transitions solide-liquide et liquide-gaz, augmentent S et sont endothermiques. Donc, augmenter S, c'est quoi l'interprétation moléculaire? Augmente le désordre. Donc, si on change quelque chose de très ordonné comme un solide en quelque chose de moins ordonné comme un gaz, on augmente le désordre. Ils sont endothermiques. Il faut ajouter de l'énergie pour briser les liens entre les molécules. OK. On peut calculer S. À une température définie par rapport à son valeur à 0 Kelvin. Donc, on vous donne une image générale. Ce n'est pas le cas pour toutes les substances, mais en général, pour solide, liquide, gaz, on fait un diagramme. Et toujours quand je dessine un diagramme, il faut se souvenir que sur les examens, je demande de vous dessiner un diagramme. Donc, soyez familier avec ça. Donc, entropie, puis température. On a une augmentation, puis à un moment donné, il y a une grosse augmentation sans changer la température. Ensuite, on a une augmentation, on a une deuxième augmentation, puis on continue. C'est quoi ce point-là? C'est le point de fusion où le solide change en liquide, où le liquide change en solide. C'est quoi l'entropie associée avec ça? L'entropie de fusion. Ici, c'est quoi? C'est le point d'ébullition et on a delta vap S. Donc, ici, c'est quoi? C'est un solide. Ici, c'est un liquide et ici, c'est un gaz. Ce n'est pas un diagramme de phase, c'est juste pour vous montrer où les différentes phases sont. Bon, si on regarde oui, ok, ne mémorisez pas ce figure en particulier. Mais quand même, je vais l'expliquer.
Si on dessine Cp divisé par T et T, la dépendance pour les trois phases est différente. Donc, près de zéro absolu, c'est quelque chose de bizarre. Ensuite, il y a un changement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'on change de phase. Puis on a un deuxième changement catastrophique, puis c'est différent. Donc ça, c'est solide, liquide et gaz. Le point de fusion, puis le point de vaporisation, d'ébullition. Quand on tend vers zéro absolu, on a une tendance comme T puissance 3. Ça, c'est un résultat qui est vraiment bien compris, mais je ne l'explique pas dans ce cours parce que ça se comprend de la mécanique statistique. Ce que je veux vous montrer, c'est que la capacité calorifique change vraiment d'une température à une autre et pour les phases différentes. Donc pour le solide, le liquide et le gaz, la valeur de Cp est vraiment différente. Bon, donc ne mémorisez pas ce figure à droite. Donc, on peut calculer S à une température définie. C'est égal à quoi? C'est égal à l'air qui est sous toute cette courbe-là. Donc, on peut le calculer directement. On va redessiner la figure pour vous montrer. Généralement, l'entropie à 0 Kelvin, c'est pas 0. Donc, sur la dernière figure, ça coupait l'axe à 0, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, on a un comportement comme ça, ensuite on a ça, puis ça. OK, on va diviser cette figure en plusieurs choses et on peut calculer toutes les choses très facilement. OK, en premier, on a S à 0. Donc, ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, on prend l'air sous cette courbe ici. C'est quoi? C'est l'intégrale entre 0 et le point de fusion de Cp du solide divisé par T fois dt. Ensuite, on a cette augmentation-là. OK, j'ai dit quelque chose de fausse. Ce n'est pas l'air sous la courbe. Désolé. Mais vous pouvez facilement visualiser les contributions. Bon, donc, ça. Ensuite, on a le montant d'énergie qu'il faut donner au système pour briser les liens. Ensuite, on a cette région-là, entre la température de fusion et la température d'ébullition, Cp du liquide divisé par T dt. Ensuite, on a
l'enthalpie de vaporisation, qui est en particulier divisé par TB. Pourquoi? Parce que ça se passe à TB, plus cette région-là, Cp du gaz dt. Bien entendu, si la température finale est quelque part là, on oublie ça, puis la limite n'est pas Tb, mais T final. Donc, pour calculer S à une température définie, il faut seulement savoir S0, Cp du solide, Cp du liquide, Cp du gaz, ainsi que la température de fusion puis la température d'ébullition. Donc, on peut mesurer ça, et ça, mais pas S à 0 Kelvin. Donc, on peut... Il faut choisir S à 0 Kelvin. Ça nous donne le troisième principe. Et le message, l'entropie d'une substance pure cristallin parfaite Donc, il y a des qualifications là. Ce n'est pas le cas pour tous les systèmes. Plusieurs substances ont une entropie à 0 Kelvin qui n'est pas 0, mais si on peut les ordonner parfaitement, on a une entropie de 0 à 0 Kelvin. Le message pratique de ça, c'est qu'on ne peut pas atteindre 0 Kelvin. Pour une explication de ce fait-là, il faut attendre la mécanique quantique, donc pas dans ce cours. Donc, avec ce choix, on peut calculer les entropies absolues. Et les entropies absolues sont calculées partant de S à 0 Kelvin, soit 0 pour certaines substances. On dénote ça S cercle pour une entropie absolue. Et pour plusieurs substances, on les trouve dans des tableaux. Donc, comme dans le texte Atkins à l'arrière, il y a des tableaux d'enthalpie de formation de plusieurs composés. Il y a aussi des entropies absolues pour plusieurs composés. Donc, comme on a vu au deuxième chapitre,
On peut calculer l'enthalpie d'une réaction en prenant tous les produits, leur coefficient stoichiométrique et leur enthalpie de formation, moins les mêmes choses pour les réactifs avec leur coefficient stoichiométrique et leur enthalpie de formation. On fait la même chose pour S. Sauf ce ne sont pas des entropies de formation, mais des entropies absolues. Donc S0I moins réactif S0I. La différence, les entropies absolues des états standards ne sont pas zéro. Pour les enthalpies de formation des substances pures en état standard étaient zéro, mais ce n'est pas le cas pour les entropies. Donc, dans ce cours, je ne demande pas des questions où vous calculez les enthalpies et des entropies de réaction parce que je trouve que c'est élémentaire et que vous les avez déjà vus. Faites attention quand vous le ferez. Pourquoi? Parce que les enthalpies sont écrites en kilojoules par mol et les entropies sont écrites en joules par Kelvin. Donc, kilojoules pour enthalpie et joules pour entropie. Pourquoi? Parce que les entropies sont beaucoup plus petites. Donc, il faut les multiplier par la température et faites attention à vos unités. Donc, pour une réaction, vous pouvez calculer l'enthalpie et l'entropie séparément et ensuite calculer delta G comme delta réaction H moins delta réaction S. Mais on peut aller directement aussi. Pourquoi? Parce que ce sont des fonctions d'état et ça se passe directement. Comment? Les coefficients stoichiométriques, delta G de formation. Et là, ça se fait exactement de la même façon pour H. Et même ici, pour une substance pure dans son état standard, delta G de formation est 0. Donc, c'est encore facile. OK. Donc, on va finir avec la dépendance de... On va regarder S pour quelques processus. Ensuite, on va regarder dépendance de G avec P. OK. Donc, delta S pour quelques processus. Donc, définition. Il faut spécifier le chemin. Et toujours, il faut que le processus soit réversible pour le système. Donc, Q est réversible. On calcule le montant de chaleur, puis ça nous donne delta S. Donc, le premier exemple, expansion isotherme pour un gaz parfait.
Et il faut que ça soit réversible, encore une fois. Donc, pour un gaz parfait, toujours, et à cause que c'est isotherme, c'est égal à 0. Delta U aussi, premier principe, Q plus W, ça veut dire que Q, c'est moins W. W, c'est moins P externe dV. Et on sait que pour un processus, P externe est égal à P du gaz tout le long du processus. Ça nous donne moins nRT logarithme naturel V2 sur V1. Donc Q, c'est nRT logarithme naturel V2 sur V1. Et dans un cours de physique, cette approche-là n'est pas correcte, mais oublie ça. Donc, pour les autres processus, vous calculez S de la même façon. Disons, on veut un processus irréversible. Et je vais préciser. Disons, on commence ici, puis on va là. Puis on veut le changement d'entropie pour ce processus-là, qui n'est pas réversible. Qu'est-ce qu'on fait? On les décompose en deux processus qui sont réversibles, et à cause que delta S est une fonction d'état, on a seulement à calculer delta S pour les processus réversibles. Donc, on décompose le processus donc 1 et 2. 1, c'est quoi? C'est un processus dans lequel le volume ne change pas. Donc, isochore. Et ensuite, 2, c'est une isotherme. Et là, pour 1 et 2, on peut calculer delta S facilement. Et ensuite, S est une fonction d'état. Donc, la somme des deux nous donne delta S pour le processus irréversible. Bon, donc pour 1, on a delta S qui est l'intégrale de Q réversible divisé par T. Donc, isochore. Ça nous donne CV dt divisé par T, entre T1 et T2. On suppose que CV est constant, c'est plus ou moins correct. Ça nous donne CV logarithme, pardon, intégrale dt sur T, qui est quoi? CV logarithme naturel T2 divisé par T1. OK, 2, on l'a fait déjà, c'est expansion isotherme. Donc, delta S est égal à S, pardon. Donc, delta S du processus 3
comme ça. OK, on va finir avec des observations qui ne sont pas difficiles, mais que je veux que vous compreniez. Si on veut changer la température, et on sait, donc on sait S à température 1, et on veut S à température 2, c'est assez facile. Si on tient P constante, pourquoi? Parce que c'est un processus chimique. D'habitude, on a un P qui est constante. Donc, je n'écris pas delta S ici. C'est S à une température précise et S à une deuxième température précise. Ça peut représenter un changement d'entropie particulier. Si c'est le cas, vous le compreniez. Donc, si on regarde énergie libre Gibbs, l'équation fondamentale pour G était moins STT plus VDP. Si on considère T constant, donc ça c'est 0. G à une pression 2 moins G à une pression 1, c'est égal à l'intégrale entre P1 et P2 de VdP. Donc, pour un gaz, V est certainement une fonction de pression, mais pour un solide ou un liquide, ça ne change pas beaucoup. Donc, on va considérer deux cas différents. Pour un solide ou une liquide, le volume ne change pas beaucoup. Donc, si le volume n'est pas relié à la pression, on dit que c'est un constant, ça sort de l'intégrale. Donc, dans ce cas, GP2 moins GP1, c'est égal à VP2 moins P1. Donc, ça se trouve principalement pour des solides et des liquides. Si vous connaissez G d'un processus à une pression définie, vous voulez G à une deuxième pression définie. Pour un solide ou un liquide, c'est le volume fois la différence des pressions. Pour les gaz, P et V sont toujours reliés. Donc, si on dit que c'est un gaz parfait, on a P, c'est nRT sur V. C'est un gaz de Van der Waals. Je crois que vous compreniez que P et V sont encore reliés, mais la dépendance est un peu différente. Vous pourriez faire exactement le même calcul en substituant cette expression-là par l'équation de Van der Waals. C'est tout. Bon.
Donc, G à P2 moins G à P1, c'est l'intégrale entre P1 et P2 de V. C'est quoi V? C'est NRT sur P dP. N et T sont constants. C'est tout. Les dépendances comme ça vous aideront beaucoup. Pourquoi est-ce que c'est facile? Parce que S et G sont des fonctions d'état. Okay. Demain, je vais faire une révision qui sera aussi disponible sur YouTube.